Alors, ce matin, on va essayer un exercice qui est assez simple, mais qui est assez exigeant. L'idée, ça serait d'aider chacun d'entre nous, en fait, à pouvoir identifier ce qu'est sa propre intelligence. Donc, ça va être autant un exercice, j'allais dire d'une certaine manière, pratique, qu'un cours. Parce que ça ne sert à rien de vous parler de l'intelligence pendant 6 ou 7 heures, si le résultat, c'est que vous en savez plein de choses théoriquement, mais que vous ne l'avez pas identifié en vous. Voilà. Pour ça, en fait, on ne peut pas partir de n'importe quoi. Si on veut vraiment comprendre ce qu'est notre intelligence, il faut qu'on parte de l'expérience que l'on a de choses que l'on connaît un tout petit peu en profondeur. Vous avez des personnes, et donc chacun de vous va devoir choisir, va devoir repérer le domaine dans lequel il a une vraie connaissance des choses. Je prends des exemples simples. Vous avez des gens qui ont ce qu'on appelle la main verte. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la main verte ? Ça ne veut pas dire qu'on a un ange spécial qui nous explique ce qu'il faut qu'il fasse. Ça veut dire qu'on comprend les plantes. Alors c'est une aptitude, elle se développe. Mais bizarrement, les gens qui ont la main verte, normalement, ça les intéresse de comprendre les végétaux. Et ils en ont une compréhension en profondeur. Dans certains cas, ils peuvent se passionner sur la différence entre un chêne et un peuplier. Alors que vous avez d'autres personnes, le chêne et le peuplier, ils s'en fichent absolument complètement. Et je veux dire, même d'avoir qu'une table soit en pin ou en chêne, ça leur est complètement égal. Ils n'ont aucune aptitude naturelle à s'intéresser aux végétaux. Vous avez des gens qui sont passionnés par les chevaux, ou par les moutons, ou par leurs chiens. Alors je parle d'une passion, je ne parle pas d'un attachement affectif. Hein. Parce qu'on peut avoir un attachement affectif projectif, ça c'est pas de la connaissance. C'est-à-dire si tu t'intéresses qu'à ton chien ou qu'à ton chat, mais que celui du voisin ça t'intéresse pas du tout, c'est que t'as pas, c'est pas comme la main verte, ça c'est juste, c'est un peu pathologique. Et donc, mais par contre s'intéresser aux animaux, tu peux te passionner pour les fourmis ou les abeilles. J'ai l'impression de voir un apiculteur, c'est... Et donc, il faut que vous choisissiez un domaine dans lequel... alors, ça peut être les personnes. Hein. Il y en a qui ont une... Moi, je suis très impressionné par les jeunes qui choisissent de faire de la gérontologie. C'est-à-dire la science des vieux. Ça les passionne, les vieux. Mais pas parce qu'ils sont vieux. Ce qui les passionne, c'est qu'en fait, ils ont une aptitude à comprendre la personne quand elle est dans son grand âge. Et s'ils n'ont pas cette aptitude, d'ailleurs, ils ne dureront pas, parce que c'est la dépression nerveuse qui les guette. Parce que la vieillesse va prendre le dessus sur les personnes. Tu as des gens passionnés par les bébés. D'autres, les bébés, ça les laisse... Même il y a des mamans, les bébés ne savent pas quoi faire avec. Hein. Les enfants de 2 ans, ça va bien. Les ados, personne. Et puis, il y en a qui sont intéressés qu'à l'âge adulte. C'est-à-dire que de 0 à 20 ans, il faut que tu fasses... Et il n'y a pas de honte. Il y a encore... un père ou une mère peut être passionné par le... Et donc je ne parle pas de la passion projective, je parle de la capacité, en fait, à mieux comprendre. Il y a des gens qui... Là où on est plus facilement, on est chez soi quand on est avec ce genre de choses. Ça peut être les matériaux. On peut être passionné par le minéral. On peut être passionné par l'atmosphère. C'est des gens qui sont des passionnés de météorologie, mais pas au sens intellectuel du terme. La compréhension du temps qu'il fait. Quand vous discutez avec des gens qui font du vol à voile, donc du planeur, ou qui font de l'aile volante, vous en avez qui sont des passionnés de la perception aérienne. Donc, ils voudront aller essayer de faire du saut en parachute, de la chute libre. Vous en avez pas du tout. Pour eux, la chute libre, c'est juste de la chute. Elle n'est pas du tout libre, elle est terrorisée. Et vous en avez, ils vont prendre... Voilà, vous voyez. Donc, c'est un domaine dans lequel... Et donc, si vous voyez, c'est vraiment si vous comparez un domaine dans lequel vous n'avez aucune aptitude... Enfin, les végétaux, vous les croisez toute la journée, hein, ici. Et les domaines dans lesquels vous avez une aptitude. Vous voyez bien que dans un premier cas, vous restez à la perception sensorielle des choses. Vous les voyez bien, les arbres, les végétaux, ils ont plein de couleurs de vert. Bon. Ça ne vous intéresse pas du tout de savoir qu'en coréen, il y a 6 ou 7 mots pour le mot vert, parce que le vert de tel arbre ne se dit pas comme le vert de tel autre arbre, qui ne se dit pas encore comme le vert du gazon frais qu'on vient de couper, qui ne se dit pas comme les herbes qui ont poussé sans qu'elles soient coupées. Et donc, si vous prenez le domaine dans lequel vous n'avez pas d'aptitude, vous pouvez savoir des choses intellectuellement. Quelqu'un qui veut jardiner, alors il lit tous les bouquins de jardinage, ça vous allez dire comme ça. Bon, donc ils vont s'installer, ils vont faire un jardin.
Donc ils lisent tous les bouquins dessus, ils vont demander des conseils, ils vont voir des tutos sur Internet, ils vont voir même des documentaires sur des jardiniers absolument géniaux, ils sont tout à fait fascinés. Mais quand ils sont devant la chose, là, zéro. Mais alors zéro. Tu comprends pas par où ça passe. On te dit qu'il faut faire ça, tu le fais, mais bizarrement, ta plante, elle ne vit pas. Tu as beau faire tout ce qui est marqué dans le manuel, elle meurt, la plante. Et l'autre, là, il n'a pas de manuel, il n'y connaît rien du tout, mais depuis qu'il est petit, ça pousse. Pourtant, tu as fait tout comme on t'a dit. Tu as même fait de la permaculture, tu as bien suivi tout ce qu'on t'a dit de faire. Ça ne marche pas. Tout simplement parce que tu ne comprends pas. Tu n'as pas d'aptitude ou tu n'as pas réussi à repérer comment tu pourrais comprendre les choses de l'intérieur. D'accord ? Donc, dans un cas, tu restes à l'extérieur des choses, dans l'autre cas, tu passes à l'intérieur des choses. C'est vrai d'ailleurs aussi avec les personnes. Il y a des gens, ils nous restent incompréhensibles. On reste à la surface. Et là encore, je ne parle pas de l'interaction affective. Hein, je parle de simplement, t'as beau c'est con, tu ne vois pas où il est l'autre. Alors que le voisin te dit, mais c'est évident. Et comment c'est évident ? Donc, je n'analyse pas les raisons pour lesquelles je ne rentre pas dans les choses. Ça relève de la thérapie ou de la réflexion sur soi-même, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'essayer de comparer les réalités par rapport auxquelles je reste à la surface sensorielle ou à l'intellect. Mais c'est bizarre que la compréhension intellectuelle, même doublée de la perception sensorielle, ne suffit pas à faire la connaissance. Vous voulez dire qu'il y a une part qui est innée alors dans l'intelligence ? Je n'utiliserai pas le mot inné, mais il y a quelque chose qui ne relève pas du travail, qui est spontané, voilà, qui est naturel, on va dire. Et donc il y a des domaines dans lesquels précisément j'ai cette connaissance intérieure. Donc ça veut dire que je suis allé au-delà de la sensation. Et c'est très intéressant de se comparer même quand on le peut avec un animal. Regardez comment les animaux s'intéressent aux plantes. Les abeilles s'intéressent aux fleurs. Les fourmis s'intéressent à tout ce qu'elles transportent. Les brebis et les vaches s'intéressent à l'herbe, pas tout à fait de la même manière d'ailleurs les unes et les autres. C'est vrai, une chèvre, une vache, un mouton, ça broute pas pareil. Un cheval, ça se nourrit pas exactement comme un chien. Enfin d'ailleurs, c'est pas carnivore un cheval. Mais même chez les carnivores, c'est un rongeur. Enfin voilà, c'est très intéressant de voir que voilà, les animaux, vous voyez bien aussi si vous observez les chiens entre eux, les chats entre eux, les souris, j'y connais moins, mais bon, les brebis entre elles. Vous voyez bien que chez l'animal, il y a ces standards. Il n'y a pas tout d'un coup une abeille qui dit « Ah, moi, c'est original, moi non, non. Les pâquerettes, non. Moi, c'est autre chose. » Les abeilles autonomes, vous voyez, qui tout d'un coup se décident que leur spécialité, ça va être, je ne sais pas trop quoi, il n'y a pas de fleurs dans les poireaux, mais je ne sais pas ce que peuvent butiner, les fleurs de banane, voilà. De bananier, une fleur de bananier. Très très bon le miel, la fleur de bananier. Donc vous n'avez pas d'abeilles dissidentes. Même chose chez les animaux. Donc ça veut dire que l'animal a une connaissance sensorielle, qui est un peu plus que sensorielle d'ailleurs. Parce que vous avez remarqué que les abeilles s'en sortent mieux avec les fleurs que certains humains qui ne comprennent rien aux fleurs. Mais j'allais presque dire que si vous observez de près, vous voyez bien que l'animal a une connaissance de la chose comme si elle faisait partie d'elle-même et du milieu dans lequel elle est. Vous voyez, il y a une osmose entre l'animal et les réalités sensorielles avec lesquelles il est, on dira en philosophie, connaturel. C'est le même univers sensoriel, c'est un univers sensoriel qui lui correspond. Vous verrez jamais un aigle s'arrêter sur la beauté du coucher du soleil, par contre il voit les souris. Et donc c'est sélectif. Et donc là je vois, alors nous n'avons pas une connaissance purement animale. Et c'est pour ça qu'il y a des domaines, vous pouvez, je prends toujours l'exemple du jardin, tu peux chercher à les comprendre, ces fleurs, ces arbres, ces légumes, tu peux essayer, voilà, et tu vois bien que c'est un poireau, tu es capable de distinguer un poireau d'un navet. Mais, donc tu es capable de les identifier, mais tu ne vas pas plus loin. Ils ne deviennent pas quelque chose de toi. Et donc cette aptitude à ce que les choses deviennent quelque chose de moi, et que je puisse cultiver et développer, parce que c'est pas fatal, hein, le fait que tu n'aies pas la main verte ou que tu ne comprennes rien au chien. Tu peux aussi prendre le temps. Et c'est très impressionnant d'ailleurs, quand on a, alors à part les blocages affectifs, il y a des traumas, hein, tu t'es fait mordre quand tu avais 6 mois par un gros chien, mais
Tu vas même d'ailleurs être passionné par les chiens à cause de ça. Mais ce qui est impressionnant, c'est que l'homme, on découvre que j'ai la capacité, en fait, de m'intéresser absolument à tout. Mais j'ai des facilités dans tel ou tel domaine. Tout le monde est capable, en fait, de comprendre les mathématiques. Si tu ne les comprends pas, c'est parce que tu as eu un professeur, ou que tu es persuadé que tu es nul, enfin voilà. Mais ça ne veut rien dire, ça. On sait bien, ça s'appelle des blocages. Ton intelligence comme telle, elle est parfaitement capable. Et ce qui est très impressionnant, d'ailleurs, c'est la manière dont l'état affectif, ce n'est pas notre sujet là, mais on le reverra plus tard, comment l'état affectif peut bloquer même la sensation. Tu peux ne pas percevoir ce que tu sens. Tu mets ta main dans la glace, tu ne sais pas si c'est chaud ou si c'est froid. Là, ça ne va pas très très bien. Non pas sur le plan sensoriel, mais ça ne va pas très très bien dans le psychisme. Mais c'est possible. Ça peut venir d'ailleurs de traumas affectifs, ou ça peut venir simplement d'effets affectifs de troubles neuronaux. Tu peux prendre ta femme pour un chapeau. Il y a un bouquin qui s'appelle comme ça. L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Et donc c'est tout simplement parce que l'affectivité peut perturber, alors pas la sensation, mais la perception, c'est-à-dire la manière dont la sensation, vous voyez, est consciente. La conscience de la sensation peut être annulée. Donc c'est impressionnant comment est-ce que l'état affectif peut s'infiltrer entre la sensation et ce que j'appelle la perception, c'est-à-dire la conscience de la sensation. Donc ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est les endroits où je vois bien que, pas là où je comprends rien, parce que là ça s'appelle du blocage, mais là où je vois, je sens, mais ça fait pas tilt, on va dire ça, comme ça. Et les endroits où non seulement je connais, mais je vois que je progresse dans la connaissance, et qu'au bout d'un certain temps, d'ailleurs, je suis chez moi avec ces choses-là. C'est ça l'intelligence. Ça, à partir de cette expérience-là, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit, mais c'est ça l'intelligence, c'est cette expérience-là, l'identification des choses au point que je comprenne ce qu'elles sont. Alors, ça n'est pas d'ailleurs, si vous êtes lucide, le fait que ces choses sont du même univers sensoriel que le vôtre, c'est pas nécessaire. De nouveau, chez l'animal, vous comprenez bien, il y a un registre fixe. Là, non, il y a des choses qui, a priori, me font plutôt peur. À force de les connaître, je ne vais plus en avoir peur. À un moment donné, je vais finir par être passionné par ça, en fait. D'accord ? Donc, j'ai complètement dépassé le blocage affectif qui peut exister à l'égard de telle ou telle chose. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir que cette capacité-là à connaître les choses, on dira en profondeur, moi je dirais, pour être comme philosophe, connaître les choses comme elles sont, pour ce qu'elles sont. Du coup, d'ailleurs, quand on va te dire, je ne sais pas trop quoi, ça c'est un chihuahua ou ça c'est un border collie, ça ne voudra pas simplement dire quelque chose d'abstrait. Tu percevras la cohérence interne, non seulement la cohérence interne qu'il y a à ce vivant, mais tu verras même qu'il est, alors tu t'en fiches du mot, mais il est ça. Et lui, il est comme ça, sauf que lui, il est lui, et lui, il est lui. Donc tu arrives à percevoir les caractéristiques canines, tu arrives à percevoir le type de chien que c'est, tu arrives à percevoir de quelle spécificité dans ce type de chien, parce qu'il y a plein de formes de chihuahua. Et puis après ça, tu vas voir que c'est lui. Donc tu es même capable de saisir l'individualité. Donc ça veut dire que du coup, c'est la manière, il n'y a pas de limite là dans la connaissance. En même temps, elle est progressive, c'est très bizarre, c'est pas intuitif. Tu peux avoir des aptitudes aux plantes, mais tu ne débarques pas comme ça en ayant de manière téléchargée, oui, ça c'est un peuplier, c'est un châtaignier, ça... Non, pas du tout. Tu peux faire ça intellectuellement. D'ailleurs, tu as ton appareil, tu sors ton truc, tu as ton téléphone qui te dit oui. Et donc, vous voyez bien, d'ailleurs, c'est typique, hein, c'est-à-dire que l'appareil va finir par remplacer non seulement le travail d'identification, donc qu'est-ce que tu fais ? Tu mets ton intelligence en état léthargique, en état comateux, et puis même, c'est la sensation que tu peux mettre en état comateux. Parce que comme tu ne vois pas très très clair, là, tu vas prendre une photo agrandie de la feuille, ah oui, la photo en grand là, en fait, la feuille qui est là, elle correspond à la photo. C'est génial. Donc le réel correspond en moins bien à la photo en mieux. Et là, tu vois bien que tu commences enfin, si tu réfléchis 2 minutes, ça commence à pas aller bien. Parce que tu n'as plus de moins en moins d'aptitudes, ce que Léon XIV vient de développer en un mot qui est absolument magnifique dans sa conférence qu'il a fait à l'Université catholique de Yaoundé.
en disant au bout d'un certain temps, la réalité simulée remplace la réalité réelle. Et plus tu es dans la simulation, moins tu as non seulement de goût, mais d'aptitude à aller vers le réel. Voilà. Bon. Je ne vais pas développer ça, mais ça veut dire que parler d'intelligence à propos de ça, ça s'appelle simplement une insulte au réel. Ça s'appelle comment vous dire ça? On est dans le contresens absolu. Voilà. L'intelligence artificielle, c'est un mot qui désigne une falsification absolue du sens des choses. Voilà. C'est un mot qui n'est pas simplement faux, il est antithétique. C'est comme si face à un agneau, tu disais quel monstre. Et face à je ne sais pas trop quoi, moi, une araignée, tu disais quelle douceur. Les araignées ont des grandes qualités, mais pas la douceur. Enfin, vous voyez, je veux dire, voilà, c'est ce que ça fabrique là dans la tête, on ne va même pas en parler. Alors en plus, artificiel, c'est à deux mots, donc c'est doublement monstrueux. C'est une chose, la chose naturelle de l'homme, c'est son intelligence. Et en plus, elle n'est pas modifiable, l'intelligence. L'affectivité est modifiable à l'infini. La volonté dépend beaucoup de l'affectif. L'intelligence comme telle, elle n'est absolument pas altérable. Elle peut être inhibée. Elle n'est pas altérable. Elle peut être freinée. Elle n'est pas falsifiable. L'intelligence, la raison peut être falsifiable. Pas l'intelligence. Alors, ce qui est très bizarre, si je me penche là-dessus, c'est que les choses que je connais bien en profondeur, choses, les êtres, les personnes, les réalités, à la fois, tout ce que je sais, je l'ai reçu. Donc ça veut dire que les choses sont passées en moi, non? Elles sont dedans, je les ai assimilées. Et en même temps, c'est très bizarre. Les choses, ce que j'en ai compris, c'est dans la réalité. Mais je vois bien que seule la compréhension que j'en ai me révèle complètement ce qu'elles sont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de nouveau, l'observation ne va pas suffire à comprendre. L'intelligibilité des choses n'est pas dans la sensation. Tu peux les regarder, et ça peut ne pas faire tilt. Donc tu sais t'en servir, mais à minimum, tu n'en as pas de compréhension interne. Dans ces cas-là, tu fais comme les autres, tu fais de la mimésis, tu affleures les choses. Mais c'est très bizarre, il n'y a que quand tu les comprends de l'intérieur que tu comprends la relation entre toutes ces qualités, par exemple. Tu peux t'intéresser au granit ou à la pierre du tuffeau pour fabriquer des maisons. Ou à la pierre reconstituée, ou à l'argile. Tu peux t'en intéresser pour construire des choses. Tu ne connais ce matériau que sous l'angle de la construction. Ça ne t'intéresse absolument pas de savoir comment ça s'est fabriqué. Géologiquement. Pas ton truc. Inversement, tu peux te passionner pour la géologie des pierres, sauf que ce n'est pas une expérience directe, parce que tu ne vas pas voir sous tes yeux, enfin si c'est pas vrai. Quand tu vas faire un tour, il faut aller à la Piton de la Fournaise, parce qu'on n'en a pas beaucoup sous la main, mais voir ce que c'est que de la lave, de la pierre qui sort à l'état incandescent, c'est très impressionnant à voir ça. Tu as vu ça une fois dans ta vie, ou tu vas dans une aciérie. Là, tu fais une expérience de transformation, presque de métabolisation des choses sous tes yeux. Alors, tu as vu ça dans les films, mais ça n'a rien à voir un film. Le film, il ne te donne pas la perception sensorielle, il te transforme tout en deux dimensions. Donc, il te manque le toucher, il te manque la perception synthétique des choses. Et donc, tu peux te passionner pour ça, mais alors savoir si le granit, ça peut servir à construire une croix de Lorraine, si on peut sculpter dedans ou pas, ça ne t'intéresse pas du tout. Quels sont les granites dans lesquels on peut sculpter, ceux qui volent en petits morceaux? Tu t'en fous, mais alors complètement, ce n'est pas ton sujet. Toi, tu es géologue. Et donc, c'est vrai que quand je m'intéresse aux choses, de nouveau, c'est comme si je les saisissais de l'intérieur, dans leur cohérence. Donc, c'est vrai que tout me vient de l'extérieur, et en même temps, c'est comme si moi, j'étais allé à l'intérieur de la chose. D'accord ?
C'est pas la même aptitude. L'aptitude à se laisser imprimer par les choses au point qu'elles deviennent miennes et l'aptitude à aller dans la chose, c'est pas la même. Alors tu vas te dire, bon, c'est quoi l'intelligence alors? C'est une capacité à me laisser impressionner, imprimer, informer, façonner par la chose que je connais, au point qu'elle devienne mienne. Ou bien c'est une capacité à me transférer dans la chose pour aller la comprendre de l'intérieur. Vous voyez bien? C'est les deux. Alors, on verra que c'est ce que je viens de vous dire, cette expérience-là, en fait, elle est absolument clé. On le reverra ça. On travaille cette année, ça va nous comprendre comment est-ce que la découverte de la place de l'intelligence dans ma personne est un des éléments clés de la compréhension de ma personne, est un des éléments clés de l'auto-éducation de ma personne, est un élément clé de ma capacité au bonheur ou au malheur, est un élément clé de ma sortie de l'affectif, enfin, est un élément clé de tout, quoi. C'est-à-dire que la seule chose qu'on devrait pouvoir t'apprendre de 0 à 20 ans, à part rien, enfin si, à part tenir ta cuillère, être capable de te laver et de dormir, enfin tu n'as pas besoin pour dormir, tu manges, tu dors tout seul, enfin trouver à manger, voilà. On devrait t'apprendre à trouver à manger et à maintenir un minimum d'hygiène pour t'auto-conserver. Capable de te battre d'ailleurs, parce que si tu ne sais pas te battre, tu ne sais pas te conserver en cas de danger. En dehors de ça, les fonctionnements basiques du fonctionnement animal, la seule chose qu'on devrait t'apprendre, c'est à identifier qui tu es dans ton intelligence. C'est tout. Une fois qu'on a fait ça dans ta vie, c'est cool. Tout le reste, je dirais, tu n'as plus besoin de rien, quoi. Enfin, si, tu as besoin du reste, mais tu as acquis ton autonomie fondamentale. D'une certaine manière, tu commences à devenir toi. C'est bête à dire. Voilà. Donc je devance un peu, c'est pour vous donner le goût de monter. Pour l'Everest, il ne faut pas exagérer. L'Everest, c'est la découverte de Dieu. Là, on est plutôt sur le Mont Blanc. C'est une longue bavante, mais on y arrive. Et donc, j'en suis là sur, du coup, est-ce que je vois bien, me télécharger dans les choses, ça ne marche pas. Comment on appelle ça? Oui, pas télécharger, déplacer, téléporter, voilà, me téléporter dans les choses. Tu peux t'entraîner, hein. Prends la chaise là-bas, tu te téléportes dans la chaise, rien du tout. Hein. Tu vas devoir t'approcher, la manipuler, voir de quel bois il s'agit, la peinture qu'il y a dessus, le type qui a fabriqué ça, à quoi il a pensé, comment est-ce que tu fais, parce que s'il y a les chaises, c'est incroyable, les chaises, c'est un monde les chaises. Comment tu fais pour que sur 2 ou 3 points tienne un truc à la fois stable, qui te fait, tu vois, qui correspond à toi. C'est extrêmement compliqué la technologie de la chaise. Le tabouret, c'est plus simple. Le tabouret, de toute façon, tu te tiens dessus. Non. La chaise, elle est censée te tenir. Évidemment, selon le corps que tu as, elle ne te tient pas de la même manière. Et donc, tu peux te passionner pour les chaises, pour les tire-bouchons, pour les maisons, pour les voitures, comme tu peux te passionner pour les chèvres ou les lézards, ou je sais pas quoi, moi, ou les hamsters, ou les cerises, ou les prunes, ou les oranges. Parce qu'un arbre, tu le comprends pleinement que quand tu comprends ses fruits. Et c'est pas évident de comprendre le lien qu'il y a entre la forme de l'arbre et son fruit. Il y a des choses que tu n'imagines pas du tout. C'était quoi l'autre jour là? C'est ça qu'on m'a expliqué, c'est ça. Les échalotes, c'est en grappe, mais pas les oignons. Je n'ai pas vu, moi j'ai planté les deux, tu vois, à planter, c'était pas tout à fait la même forme, mais j'attends de voir le résultat. Parce qu'évidemment, pourquoi est-ce que ça donne ça, alors qu'au début, tu dis, c'est pareil, les échalotes, tu dis, mais ça, quand tu es cuisinier, enfin pas cuisinier, mais disons, quand tu essayes de mettre un tout petit peu des trucs, enfin, t'obéis aux gens qui te disent comment il faut faire pour couper les machins qu'on va mettre dans les plats. Voilà. Tu vois bien que l'oignon et l'échalote, c'est pas très très différent, non? Eh bien, c'est pas la même forme du tout de fruit. Ben, je ne sais pas, moi si j'avais organisé ça, ça aurait été pareil. Pourquoi les échalotes sont-elles en grappe et les oignons en... c'est un nom, je pense. C'est un bulbe, c'est ça? Un bulbe. Oui. Pas les échalotes. Pourquoi? Tu les repiques, tu les repiques pas. Enfin voilà, donc c'est... Mais c'est la même chose avec les animaux. Hein. Comment tu les protèges? Tu vas les tuer si tu les protèges trop. Il ne faut pas les toucher, au contraire. Il y en a, ça les rassure que tu les touches, au contraire, ça les habitue à toi. Et donc, cette compréhension, ce va-et-vient entre donc, la connaissance que j'ai des choses, non pas en me téléchargeant dedans, mais en, comment dire ça, en éclairant les informations sensorielles que j'ai de l'intérieur.
Là, je suis dans les images, mais c'est pour vous faire comprendre. C'est comme si, il faut que j'ai des informations sensorielles directes, et bizarrement, si j'y mets mon intelligence, ok, tu descends dans la sensation que tu as, et de l'intérieur, tu les éclaires. C'est très bizarre, ce mouvement-là. Tu touches quelque chose, tu as besoin de la sensation, de percevoir que c'est lisse, que c'est ni froid ni tout à fait chaud, d'accord, que c'est plus ou moins rigide. D'ailleurs, selon le bois, tu vois bien que la résistance, c'est impressionnant le nombre d'informations que tu n'as rien que par le toucher, parce qu'à la vue, tu as des informations aussi, mais le bois, alors pour ça, il faudrait voir ce que ça donne en mordant dedans, parce que tu vois mieux la résistance au bois en mordant qu'en simplement... C'est du toucher toujours, en mordre. Le goût, c'est très bon. La manière dont les enfants adorent sucer les grains de chapelet en olivier. Vous n'avez jamais remarqué, ça a un goût, l'olivier. Vous n'avez jamais essayé de... Moi, je rêve de faire un jouet concurrentiel de la girafe, qui serait un morceau de chapelet, suffisamment grand pour qu'il ne puisse pas s'étouffer ou s'étrangler avec, mais un morceau de chapelet en olivier. Parce qu'un enfant, il joue avec ça, mais des heures et des heures, comme avec la girafe. Moi, je trouve que l'artisanat monastique de France devrait se coaliser pour inventer ce nouveau produit. Mais les Chinois nous en feraient mieux. Mais voilà, les oliviers, tu peux manger de l'olivier. Le goût de l'olivier te dit quelque chose de l'olivier. De la même manière que le goût du fruit te dit quelque chose de l'arbre. Au début, tu ne fais pas le lien. C'est dans ton assiette. Donc, tu manges ta pomme. Tu vois qu'il y a un lien entre la pomme et le cidre. Mais tu as pensé à mâchouiller un morceau de pommier ? Voilà. Ben, peut-être que tu pigerais quelque chose. Parce que tout le goût de ce fruit, il a été fabriqué par cette chose. D'ailleurs, les feuilles sentent le fruit. Oui. Les fleurs, les feuilles, l'écorce. Il faudrait même d'ailleurs aller voir ce que ça donne dans les racines. Le gingembre, c'est la racine. Bon. Donc là, c'est bizarre, c'est la racine qui a du goût. Et donc, précisément, d'arriver non seulement à avoir cette richesse d'informations sensorielles, mais à un moment donné, ce n'est pas la quantité d'informations que tu vas avoir. C'est ta capacité à descendre dedans et, moi je n'ai pas d'autre image, à l'éclairer de l'intérieur. Un peu comme si on te donnait une diapo, mais il manque le projo. Et l'intelligence, c'est une capacité, c'est très étonnant, à illuminer de l'intérieur, qui fait qu'il y a, d'une certaine manière, il y a une lumière dans l'information sensorielle qui ne vient pas de la sensation elle-même, qui vient de toi. C'est-à-dire, tu vois bien, toi, ça te passionne, ça te fascine, ça t'interroge, pas l'animal. L'animal peut être fasciné, mais c'est très ponctuel. Il n'est pas fasciné par la chose, il est fasciné par l'effet qu'elle a sur lui. Et ce qui est alors, on retravaillera là-dessus, mais c'est bizarre, c'est que ça te met dans un état où tu es sorti de toi-même, tu es calé dans le réel, et en plus, tu es heureux. Dans l'acte lui-même. Pas mal, non ? Par rapport à l'ambiance habituelle. Tu sors de toi, tu es chez toi dans la chose, et en plus, il y a de la joie de la connaître. Et tu as presque le sentiment que tu enrichis la chose autant qu'elle t'enrichit. Tu as presque un dialogue, une forme de communion avec le réel. Ça fait beaucoup pour une petite expérience. Et donc, c'est dommage de la vivre qu'à la périphérie de ton existence quotidienne. D'accord ? De temps en temps. Parce que par accident, la conjonction affectivo-pratique des choses te donne un petit break, et là, il y a eu un rayon de lumière, et paf, 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 du coup, tu es tout content. Mais c'est dommage, tu pourrais vivre ça à peu près toutes les 45 secondes. Et même au bout d'un certain temps, t'installer dedans, d'ailleurs, ça s'appelle la vie contemplative. Alors, si je descends de près, donc je vois bien, il y a la sensation. C'est pas grave. Vous avez donc ce qui vient de la sensation. Et là, ce que me donne la sensation, c'est des qualités sensibles de la chose. Et on avait vu la dernière fois d'ailleurs, la sensation, elle opère déjà une forme d'abstraction. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Elle opère à la fois une abstraction, puisque ce que j'atteins par le toucher, je ne l'atteins pas par le goût. Ce que j'atteins par le goût, je ne l'atteins pas par la vue. On va me dire, oui, mais je vois ce que je touche. Oui, mais ce que te dit la vue pure, le toucher ne te le dit pas. Si tu fermes les yeux, il y a des choses que tu ne perçois pas. Si tu enlèves tes mains et que tu regardes simplement, il y a des choses que tu ne perçois pas. Si tu
le mâchouille, il y a des choses, le fromage, tu peux, si tu te bouches le nez et que tu le goûtes pas, tu vas pas savoir du tout, il y a quelque chose que tu rates de la chose. Et vous remarquerez d'ailleurs que plus je descends dans la sensation, plus je suis capable de relier. Le fromage au lait, tous les autres types de fromage, tous les autres dérivés du lait, le lait et la vache, c'est plus compliqué ça, le lait et la vache. Tu sais, les enfants qui disent « Ah, c'est dégoûtant, ça a le goût de vache ». Oui, ça s'appelle du lait. Quand tu le traites, là, tu vois bien. Et ça ne te surprend pas, parce que rien que l'odeur de la vache que tu es en train de traire, ça ne te surprend pas, et d'ailleurs, ça ne t'écœure pas du tout que tu le retrouves dans le lait. Mais c'est très bizarre, d'ailleurs, de vouloir du lait qui soit aseptisé de sa relation au vivant. C'est complètement bizarre comme manière de faire. Voilà, et donc la sensation, elle est elle-même parcellaire, elle est plus ou moins fine, elle est plus ou moins riche, tu perçois plus ou moins les nuances de ce que tu sens, mais c'est vrai que quand tu as une perception sensorielle à la fois par tous les sens, que tu as expérimenté sensoriellement la chose à des états différents si elle est vivante, ou dans des états, dans des configurations différentes si elle est purement matérielle. De nouveau, voir du granit dans un menhir, voir du granit dans une simple pierre, ou voir du granit qui affleure, ou qui est sur, c'est pas la même perception du caillou. Et donc, quand tu vois quelqu'un le sculpter, ou quand tu essaies de le sculpter toi-même, tu expérimentes encore autre chose de la même pierre. Et puis, quand tu en devines, la géologie te le confirme, hein, ou dans certains cas, oui, que tu perçois bien le fait que c'est fait avec des grains, le granit. C'est très bizarre. Comment ça se fait que des grains soient aussi solides? Alors que quand tu fais des pâtés de sable, ça t'arrive pas du tout à ce que ça granitise. Enfin, tu vois, tu mets de l'eau, c'est fini, ton château de sable, c'est réglé. Mais alors du granit, tu peux y aller, ça bouge, c'est des millimètres par siècle. Et donc, je parle de l'océan. Et donc, plus tu as à la fois, c'est pas le nombre d'ailleurs, c'est la qualité sensorielle et la diversité sensorielle, ça c'est la base. Sans cette richesse et cette diversité, ta compréhension des choses reste limitée. Et d'ailleurs, plus tu connais la chose, plus tu veux, d'ailleurs c'est moins dans la quantité d'expérience que tu en fais. C'est plus dans la diversité. Voilà. C'est très bizarre, par exemple, tu peux te passionner pour l'eau, de l'eau. C'est un élément qui est absolument passionnant. Le percevoir dans ton corps, le percevoir dans les vivants, le percevoir dans la nature, à l'état gazeux, à l'état solide, dans la glace, c'est très impressionnant. La neige, la glace, les différentes situations des neiges, l'évolution de la neige. La glace, le froid, alors pas le froid absolu, mais comment tu fais pour avoir un gaz qui est très 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 froid? Comment fais-tu pour qu'un gaz froid ne devienne pas solide? Ça t'impressionne tout ça? Alors là, c'est l'hydrogène, c'est pas de l'eau, hein, mais voilà, tu peux te passionner pour ça, pour ces états matériels. Et donc ce qui t'intéresse, c'est les extrêmes. Que la même chose puisse être de la vapeur ou de la glace, ça t'intéresse ça. Que l'air puisse être simplement à respirer mais qui ne bouge pas. Quand il fait très chaud, l'air elle ne bouge pas. Mais il y en a puisque tu le respires. Et que la même chose puisse être une tornade, ça peut t'intéresser aussi. Parce que la tornade, c'est l'inverse. Il n'y a rien qui tient dans les tornades. Et le mélange des éléments, voilà, tu peux te passionner rien que pour les éléments de base qui constituent l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Et encore une fois, comprenez bien, indépendamment de la science. La science vient t'ajouter une information, mais d'une certaine manière, tu ne sais intégrer les données scientifiques à la compréhension des choses que si elles sont tempérées par une quantité d'expérience relative. Si tu sais tout théoriquement, par exemple, les étoiles. Moi, j'ai bien vu, c'est très étonnant, je connais un petit enfant, il est passionné par les étoiles. Mais alors, il a besoin de les voir. Ça ne suffit pas de le savoir.
D'accord ? Tu peux tout savoir et ne jamais... Tu as des gamins, ils sont passionnés par les dinosaures, mais ils iront jamais voir des squelettes de dinosaures. Et donc, la connaissance, elle réclame que ce que tu sais intellectuellement et a fortiori ce que tu sais scientifiquement, non pas soit à la périphérie, mais ne soit te renvoie à l'expérience. Donc il y a des choses que la science te dit que tu ne pourras jamais expérimenter, ça tu l'accueilles. Mais voilà, tu sais que ça ne pourra pas faire partie de ta connaissance directe. Il y a plein de galaxies. Il paraît. On est tous au courant. Mais on n'en a aucune expérience. Déjà la nôtre, on te dit que c'est une galaxie. Ça, c'est la sensation. Cette sensation, c'est très étonnant. De nouveau, l'intelligence va l'éclairer d'une certaine manière de l'intérieur. Donc, l'intelligence est capable de recevoir l'intelligibilité qui vient de la sensation. Parce que dans ces qualités sensibles, il y a comprenez bien, il y a quelque chose à saisir, pour utiliser une métaphore. Mais l'intelligence ne se contente pas de ça. Est-ce qu'on saisit ce que notre intelligence est capable de saisir ou... Oui, ça s'appelle l'intelligence dans sa capacité réceptive. D'accord ? Donc ce que je ne reçois pas, je ne peux pas l'intelliger. Mais il n'y a pas que ça. Précisément, je ne comprends pas simplement la chose dans la mesure où je l'ai perçue, je la comprends en elle-même. En elle-même. Alors au début, c'est très pauvre. En observant un peu, tu sais distinguer un boulot d'un chêne. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Mais tu peux dire, par contre, au bout d'un instant, tu peux dire avec certitude, bah oui, ça c'est le truc tout blanc et tout grand, là, c'est pas un chêne, ça. Non, je suis certain, c'est pas un chêne. Et j'en suis pas certain parce qu'on me l'a dit, mais parce que je vois bien, j'ai vu la différence. Ça va pas plus loin. D'accord ? Donc, l'intelligence en acte, c'est-à-dire l'intelligence lumière, utilisons cette image. L'intelligence lumière, pas l'intelligence capacité de recevoir, mais l'intelligence lumière qui illumine les choses de l'intérieur. Cette capacité à l'état minimum, elle est dans c'est un boulot. Elle est même d'ailleurs encore plus basse. À son niveau élémentaire, c'est là il y a quelque chose. Tu vois, tu sais pas si tu sors, enfin, tu es dans la nuit, tu te heurtes à quelque chose, tu touches, tu vois que c'est du bois. Tu dis bah ça doit être un arbre. Tu n'as pas besoin de savoir ce que c'est, tu sais qu'en tout cas ça existe. Enfin, tu peux te pincer pour vérifier que tu ne dors pas, hein. Mais voilà. Donc ça veut dire, le a minima, c'est ça existe. Ce qui est énorme. Hein. C'est énorme de dire ça existe. Mais pour l'instant, nous, c'est la base, on n'y réfléchit pas trop, ça nous interpelle. Enfin, les passionnés de ça existe, vous voyez, qui ont la main verte du ça existe, les métaphysiciens en herbe, c'est assez rare. Mais par contre, c'est le minimum. Là, c'est du réel, c'est pas de l'imaginaire. Je ne suis pas dans mon rêve. C'est pas un écran. Pas un écran, c'est du réel. Après ça, tu as la capacité d'identifier la chose, mais tu ne saisis pas sa nature en profondeur de l'intérieur. Tu utilises le mot boulot ou chêne, mais tu serais bien incapable tu vois bien que ça c'est clairement un boulot, ça c'est clairement un chêne, mais quelle est la nature même du chêne ou du boulot, ça va aller plus loin. D'accord ? Et puis il y a un seuil où la connaissance que tu as de ce qu'est la chose n'est plus augmentée par le nombre d'informations et de sensations. C'est affiné, mais ce n'est pas augmenté. Là, tu sais vraiment ce que c'est. Et on ne pourra jamais te l'enlever. C'est des gens qui ont Alzheimer. Ils savent qu'ils te connaissent. Ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas si tu es leur fille, leur cousine, leur tante ou leur mère, mais ils savent qu'ils te connaissent. Ça veut dire que ils te connaissent suffisamment pour que ça ne puisse plus déserter leur intelligence. Mais ce qui leur manque, c'est le lien entre ça, la mémoire et le langage. Ils te disent bonjour, voilà, et vous avez même d'ailleurs des moments où tout d'un coup, ça revient. Et ils disent, ah oui, ça, il y a des jours, ils te disent bonjour ma fille. Et puis le lendemain, ils vont dire bonjour madame. Voilà, donc c'est pour dire que l'intelligence, elle n'est jamais annulable.
elle peut ne plus être connectée à la mémoire. Donc, dans les mots, et puis c'est très frustrant d'ailleurs, c'est pour ça aussi que c'est des fois un peu tragique, parce que c'est pas parce que la personne ne met pas les mots qu'elle n'a pas compris. Et c'est pas parce qu'elle n'a pas conscience d'avoir compris qu'elle n'a pas compris. C'est ça qui est aussi le plus impressionnant. Et donc, c'est pour dire que une fois que l'identification de ce qu'est la chose et de sa nature s'est faite en profondeur, on peut dire d'une certaine manière que ce qu'est la chose est devenu moi, et moi je suis devenu ce qu'est la chose. Ça ne veut pas dire que je suis devenu, comment expliquer ça ? Je saisis ce qu'on appellera son intelligibilité. Mais son intelligibilité, ce n'est pas abstrait par rapport à ce qu'elle est. C'est que la nature qui est la sienne, est désormais, elle fait partie de moi. La chose fait partie désormais de l'être vivant que je suis, sous la forme de son intelligibilité. Alors on va dire la connaissance que j'en ai, mais c'est plus que la connaissance que j'en ai. C'est pas de l'affectif, ça. Ah non, il n'y a rien d'affectif là, absolument rien du tout d'affectif. Mais par contre, on le verra, c'est la base de l'affectif. Si tu veux aimer quelqu'un, c'est la base. Parce que si tu ne vois pas la personne comme elle est et que ton désir n'est pas d'accueillir ce qu'est l'autre à l'intérieur de toi, donc si tu n'as pas le désir de comprendre et de connaître la personne telle qu'elle est, tu es dans de l'affectif au sens projectif ou utile, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce que c'est que de l'amour humain, au sens propre du terme. Donc la connaissance est une condition sine qua non de l'exercice de la volonté relationnelle, celle qui relie les personnes les unes aux autres. Pour faire une petite parenthèse, c'est la même chose par rapport à la foi. La première chose que tu crois, c'est que Dieu existe. Mais si exister, ça ne veut rien dire pour toi, et que de toute façon, les choses qui sont autour de toi ne sont que des images flottantes, Dieu est aussi une image flottante, au carré d'ailleurs. Enfin, le réalisme avec lequel j'accueille l'existence de Dieu dépend directement du réalisme de mon intelligence. De mon intelligence, hein, pas de ma raison. Mais si tu n'es que dans la simulation et dans le virtuel, moi ça m'avait frappé, une fois j'ai discuté avec un jeune, il commence à me poser des questions sur les dons du Saint-Esprit. Je suis impressionné, hein, un jeune qui n'avait aucune éducation religieuse. J'ai compris au bout de 20 minutes de questions simplement qu'il me parlait d'un manga japonais, complètement ésotérique, dans lequel l'auteur utilisait les dons du Saint-Esprit dans un univers complètement barge. Et donc ça n'avait absolument rien à voir avec une quelconque réalité. Et là tu te dis, mais attends, on est où là ? Et ça a duré 20 minutes avant que je comprenne, parce que ces questions étaient des... Bon, évidemment, le scénariste, lui, je ne sais pas qui c'était, les Japonais sont assez forts pour faire ça. Ils se servent de l'Apocalypse, des morceaux entiers de l'Évangile, et ils te les recyclent dans un espèce d'univers, une lessiveuse de l'imaginaire délirant. Voilà. Je ne comprends pas très bien où t'es. Voilà. Et donc, donc, c'est pour dire que c'est quand même important, la relation à l'autre et la relation à toi-même, la relation réelle et a fortiori la relation à Dieu, elles sont directement mesurées par ta capacité, enfin, le fait d'avoir, de laisser ton intelligence vivre dans sa nature même. Si tu la drogues dès le... Enfin, tu vois, tu drogues un enfant dès le sein maternel, c'est mal parti. Enfin, le sein maternel, peut-être pas, mais dès la sortie, tu le mets devant écran, à un jour. Voilà. Et donc, c'est pour dire que cet exercice de l'intelligence ne se contente pas donc de me permettre de rassembler les informations sensorielles sous un nom, et même de rassembler les informations de la sensation sous un nom et un fonctionnement. Ce que les animaux peuvent faire, ils entendent que quand tu l'appelles Médor, c'est à lui que tu t'adresses. Donc un animal est capable d'identifier, de mettre le lien entre un nom, un son, et une réalité, et un fonctionnement.
Donc l'intelligence ne se contente pas de faire ça avec un tout petit peu plus de sophistication de la mémoire et de l'imagination. L'intelligence, elle est beaucoup plus simple. Même chez quelqu'un d'ailleurs qui ne sait pas mettre des mots, l'intelligence, elle est parce que dans une personne qu'on appelle handicapée, l'intelligence, elle est là à l'état pur d'une certaine manière, puisqu'elle n'est pas capable de développer l'imaginaire structuré. Et donc, l'intelligence, elle s'exerce en permanence, c'est ça que je veux dire, à l'état élémentaire. La difficulté, c'est de la faire passer de l'état élémentaire à un état plus qualitatif et plus profond, qui fait que je ne me contente pas de percevoir que les choses existent, mais j'apprends à les connaître en profondeur. Et on verra, enfin je ne sais pas si on aura le temps de voir, mais il y a des niveaux de profondeur dans la compréhension. Je vous ai dit tout à l'heure, la première, c'est que la chose existe. La deuxième, c'est d'être capable en gros, de la catégoriser, c'est-à-dire de voir de quel type de réalité elle fait partie. Après ça, c'est de saisir sa compréhension interne, sa cohérence interne. Et puis, dans cette compréhension interne que j'ai de la chose, tout n'a pas la même valeur. Et là, ça devient passionnant, là. Qu'est-ce qui est premier dans la chose? Est-ce qu'il y a un angle dans la connaissance de la chose à partir duquel je vais comprendre le reste? Non, par exemple, une personne, vous voyez bien que en percevant sa forme d'intelligence et sa manière d'aimer, il y a des chances que vous compreniez plus qui est cette personne qu'en regardant la taille de ses pieds et la couleur de ses cheveux. Vous voulez connaître quelqu'un. Vous pouvez chercher à comprendre sa manière de faire la cuisine, son degré d'efficacité dans la gestion de la journée, sa couleur de peau, sa taille. Vous pouvez faire tout ça. De quel, je ne sais pas comment ça s'appelle, quel thème astrologique ou de quel numéro de l'énéagramme elle fait partie. La catégorie, il y a plein de manières. Les entreprises savent très bien faire ça, faire la graphologie, très bien. Mais tout ça, tu vois bien que ça ne t'amène pas encore à la connaissance de la personne dans ce qu'elle est. Et si tu veux vraiment la connaître dans ce qu'elle est, comment tu fais? Tu vis avec l'expérience. Voilà, mais dans l'expérience, vers quoi je me concentre, sur quoi je porte l'attention. Sur l'écoute. Oui, mais l'écoute de quoi? Oui, non, mais l'autre peut me raconter des bêtises. Les bêtises, je passe au travers. Ouais. Enfin, si vous allez discuter au bar avec deux verres de whisky, vous allez voir que l'autre, il parle, mais vous n'allez pas très très loin. Voilà. Donc, de quoi? Puis vous avez des gens qui disent rien du tout, donc tu fais comment? Son esprit, c'est pas... Voilà, mais son esprit, c'est-à-dire, c'est un peu flou l'esprit. Et donc précisément, l'esprit, c'est-à-dire sa manière de connaître. Comment c'est réveillé dedans? Alors chez les enfants, c'est très facile. Mais c'est très bizarre, c'est très facile, mais c'est pas très conscient de leur part. Et malheureusement, chez les humains, plus c'est conscient, moins c'est visible. Enfin, tu vois, plus les gens pensent avoir une connaissance d'eux-mêmes, plus ils se planquent derrière l'image qu'ils veulent donner d'eux. Donc c'est très dommage que plus ça s'intensifie, plus ça s'enterre. Souvent, pas toujours. Hein. Ça réémerge, mais pour réémerger, il faut quelques grandes épreuves de l'existence, ou alors des circonstances d'existence tout à fait exceptionnelles qui existent dans 1 million, un cas sur 100 000, quoi. Mais en dehors des gens qui, un cas sur 100 000, ont un milieu de vie qui leur a permis de devenir dans leur personne de manière telle qu'à l'âge de 45 ans, tu arrives à voir qui ils sont, les autres personnes, si tu vois qui elles sont, c'est ou la grâce, ou ils se sont fait fracasser par l'existence, et ça les a obligés à sortir du bois. Non? Point. Hein? Et donc, concrètement, du coup, qu'est-ce que je vois apparaître? Se cache chez l'œil de l'enfant, c'est-à-dire la lumière qu'il y a dedans. La lumière qu'il y a dedans, c'est ça l'intelligence. C'est cette même capacité. Ce qui rayonne dans le regard de l'enfant, c'est sa capacité à identifier. D'ailleurs, regardez la joie d'un enfant à identifier les choses. D'ailleurs, après, il va mettre des mots. Ça s'appelle une locomotive ou un crocodile. Voilà. Et puis, après ça, il va vouloir voir comment ça marche. Mais déjà, comment ça marche, c'est plus tout à fait ce que c'est. Et là, tu vois bien qu'il passe de la dimension contemplative à la dimension utilitaire. Alors évidemment, tu pourrais après ça te resservir du 11-12 ans qui est la période de latence pour revenir à la dimension contemplative. Puis après ça, tu repars, sortie de l'adolescence, fascination, trouble de l'adolescence, donc perte des points de repère. Puis après ça, tu essaies de te repérer comment tu vas faire pour finalement stratégiquement t'en sortir dans le monde dans lequel tu es. Donc la dimension contemplative, elle est à la fois là et pas là. Tu as envie de connaître, mais tu ne te perdrais pas dans la contemplation, il faut quand même gérer le reste, quoi. Donc après ça, tu peux ne plus jamais avoir de rendez-vous avant la vieillesse ou l'épreuve. Hein.
Même tu te maries, tu n'es que dans la projection, tu as des enfants, tu es dans la projection, tu n'es rien du tout. De temps en temps, si, quand ton enfant te sourit, tu as un petit moment, petite séquence contemplative de 2 secondes, sur le lit de mort de ton papa ou de ta maman, bon. Vous voyez, donc c'est pas courant, ce que je veux dire. Et donc, c'est important de voir que ce que je cherche à connaître de l'autre est la même chose que ce qui en moi me permet de connaître ce qu'est l'autre. Voilà. Et donc, de cette manière, là, on entrevoit que les vies humaines, c'est de faire que les intelligences éveillées puissent se rencontrer les unes les autres. L'intelligence éveillée, de nouveau, ce n'est pas les gens qui ont de la culture et du savoir. Hein. Voilà. C'est les gens qui ont été cultivés par l'expérience. Que l'expérience a cultivé. C'est ça, les gens cultivés. Tu as des gens, c'est des magasins, c'est des pépinières, mais ce n'est pas des jardins. Donc ils savent tout, mais c'est tout rangé dans les boîtes à vendre. Ça, c'est des gens qui sont cultivés comme ça, ils savent plein de choses. Ils ne sont jamais sortis de chez eux. C'est Descartes. Alors, donc je vous disais que cette intelligence, elle est capable d'aller, par exemple dans la personne humaine, aller vers l'esprit. Et en même temps, c'est pas simple, parce que je vois bien que l'esprit, c'est pas son corps. Il y a aussi le corps. Je le vois dans le regard, je le vois dans le visage, je vois bien qu'il y a autre chose. Donc du coup, on tourne autour, et ça va mettre du temps avant de savoir par quel biais tu voyages dans la personne pour la connaître le mieux. Tu pars de ses pieds ou de son intelligence? L'avantage, c'est que si tu pars des pieds, tu iras vers l'intelligence. Le risque, c'est que si tu pars d'intelligence, tu n'arriveras jamais aux pieds. Enfin, sauf qu'il y a beaucoup de la part de ton intelligence, plutôt dans son côté maladroit et hyper vulnérable, dans les pieds. Mais tu vois ça le jour de lavement des pieds. Ah oui, il y a plein de choses de ta personne dans les pieds ou dans tes mains qui ne sont pas dans ton visage. Hein. Ou dans ton dos d'ailleurs aussi, ça dépend des personnes. Et donc, l'intelligence a la capacité d'essayer de remonter dans la chose elle-même à la source de ce qu'elle est. Voilà. Comme les saumons. Oui, voilà, exactement. On n'a pas seulement la capacité d'aller voilà, d'être comme dans une rivière dans le cœur de l'autre et dans la connaissance de ce qu'est l'autre, mais de remonter à la source de ce qu'est l'autre. Ça fait partie du travail. Le rôle pourquoi le philosophe cherche à faire ça? Parce qu'il sait que plus tu remontes à la source, plus ta perception du réel est dans la splendeur de ce qu'elle est. Tu comprends mieux un paysage en montant sur un sommet une fois que tu as fait le tour du massif, pas avant. Mais quand tu as fait longtemps le tour, tu as sillonné les vallées, tu as fait le tour des massifs, quand tout d'un coup tu montes en haut, tu comprends. Voilà, mais enrichi de tout ce que tu as fait au ras du sol. Voilà. Tu montes là-haut, mais évidemment, si tu n'es pas d'abord allé dans les différents endroits, tu comprends moins bien. Voilà, l'intelligence, elle est capable de faire ça. Ça fait partie de ce travail. Et le philosophe dit, la sagesse, parce que c'est la sagesse de saisir dans l'ordre, au moins que quelques-uns s'y mettent pour que, vu de là-haut, il nous donne une compréhension, il nous aide à avoir une compréhension des choses que nous, on n'a pas parce qu'on est coincé dans la vallée, quoi. Mais avant d'en arriver, donc là, j'en suis pas là, de dire qu'après ça, comment se développe l'intelligence, c'est pas notre sujet, puisque notre sujet, c'est de savoir quelle est la place de l'intelligence dans ce qu'est le vivant qu'est l'homme. Mais c'est bon de savoir que, d'une certaine manière, on pourrait dire ça comme ça, le développement de l'intelligence me dessine déjà le développement de la personne. En plus, c'est vrai, dans la plupart des traditions religieuses, on pressent bien que mourir, c'est de se retrouver face à l'origine. C'est de se retrouver face à la source et au terme. On le sent bien, ça. C'est pas d'aujourd'hui qu'on voit qu'il y a un lien entre la naissance et la mort. Que dans la naissance, tu viens de l'origine et que à la mort, tu y retournes ou tu vas vers ton terme. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, on voit bien que, on pressent bien que finalement, d'être à la recherche de ce premier, de cette source, ça fait partie d'un mouvement fondamental de l'homme. Voilà. Ce mouvement fondamental de l'homme, il est initié par l'intelligence. Il n'est pas d'abord... c'est pas l'intelligence du bas. Ben c'est l'intelligence. Oui, l'intelligence, elle est qu'en bas. Hein. L'intelligence du haut, elle est passée... C'est propre de l'intelligence, c'est qu'elle ne s'élève que parce qu'elle accepte de repasser sans cesse. Comment je progresse dans mon intelligence? Pas en m'abstrayant de la sensation, en revenant toujours à l'expérience, en revenant à l'expérience. Pourquoi? Parce que tout ce que je cherche
Je l'ai sous la main dans l'expérience. Ce que dit Aristote de manière très belle. Tu cherches Dieu, tu l'as sous la main. Va pas le chercher là, tu le trouveras pas. En fait, quand quelqu'un meurt, pour un croyant, son intelligence, elle reste. Ben, oui, parce que précisément, cette capacité d'illumination, elle s'endort jamais. En fait, elle est lumière, cette capacité. Pour utiliser une métaphore, Aristote dit, avec plus de précision, elle est en acte. Et elle est impassible. Elle n'est pas modifiable. Ça, c'est en toi. À quel moment dans le sein maternel, j'en sais rien. Mais à la naissance, c'est déjà là. Et ça n'a pas bougé jusqu'à ta mort. Ça s'appelle au passage ton identité, d'ailleurs. Quand tu dis « je », normalement, c'est que tu as réussi à ce que tu es descendu à cet endroit où les gens diront une étincelle divine et tout ce que tu voudras. Tout ça, c'est des métaphores. Hein, mais ce qui est en acte en moi et qui est indestructible, quand j'arrive à commencer à l'assumer, je peux dire « je ». Mais ça met du temps. Parce que nous, il y a plein d'autres choses dans le jeu. Il y a l'image que nous renvoient les autres, il y a la tête qu'on a devant la glace, il y a la perception affective de la valeur qu'on a. Mais le jeu, à la fin, c'est ça. C'est ton esprit. Et ton esprit, fondamentalement, c'est ton intelligence. Et là, on sent bien, quand on est auprès de quelqu'un, que ça, précisément quand on a connu quelqu'un, on sait, c'est même pas de la foi, ça. Ça peut pas, la mort n'atteint pas ça. C'est pas parce que ça peut plus s'exercer, c'est pas parce que cette lumière, elle peut plus aller dans les choses, que tu n'as plus la sensation. Mais comme tel, c'est pas de l'ordre du dissoluble. Très mystérieux, c'est très fascinant l'intelligence. Les Grecs étaient, c'est vrai, la découverte par les Grecs et par les Indiens aussi. Alors les Indiens, c'était plus les Indiens au sens des Indiens d'Inde. Il y a quelque chose dans la mystique indienne très tôt de pressentir qu'il y a quelque chose là de divin, appelons-le comme on veut. Mais Aristote est plus simple. Je préfère les Grecs là-dessus, parce qu'il dit, mais ne te précipite pas tout de suite dans les explications ultimes. Reste dans l'expérience. Et le plus fascinant, c'est ce quelque chose existe dans le corps. Et que c'est même présent dans ma sensation. Mon intelligence, elle n'est pas moins à fleur de ma peau que dans mon cerveau. Excusez-moi, et l'âme, l'intelligence, alors Pour l'instant, j'en suis là. Après ça, ça fait partie de cette visite intérieure. Après ça, dans le vivant, on avait vu l'année dernière l'âme, où est-ce que je mets du coup l'intelligence là-dedans Mais vous voyez, il faut accepter qu'on commence au début par connaître par des angles différents, c'est pas par petits bouts, mais on a eu un angle, si vous vous souvenez bien, l'année dernière, c'était le vivant et le fait qu'il y a quelque chose d'un dans le vivant. Première piste, quelque chose d'unifié dans le vivant. Mais le vivant qui est la plante, le vivant qui est l'animal, le vivant qui est l'humain, il y a une unité vitale. Cette unité vitale, elle connecte des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Dormir ou imaginer, même si ça se synthétise dans le rêve, c'est pas du tout le même ordre. Se nourrir et sentir, c'est pas pareil, même si c'est une assimilation dans les deux cas. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Là, on est dans une deuxième piste, délibérément, qui est de partir sur la connaissance, parce que on a besoin de repartir de nouveau, de repartir de l'expérience. Et ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, c'est difficile de l'intégrer de manière permanente, parce que la vitesse avec laquelle j'oublie que j'ai une intelligence, je suis parti comme en 40, dans mon affectif, mes images, mes concepts, parce que c'est beaucoup plus rassurant. Parce que l'intelligence, elle est toujours à la mendicité du réel. Donc dès que je suis plus là, en bas, là, dans le sol, je la déconnecte. Elle est toujours lumière, mais je l'ai déconnectée de mon existence directe. Alors on va me dire, voilà, c'est souvent. Hein. Et oui, c'est souvent. Quand je dors, d'ailleurs, elle ne s'éteint pas. Tu ne peux pas, au moment où tu t'endors, dire, bon, l'intelligence, pouf, je l'éteins. La preuve, c'est qu'elle continue à régler tes problèmes, ou à te les rappeler, ou... Comment tu fais pour te réveiller ? Parce que tu as l'intelligence. Hein. C'est très étonnant, les animaux aussi se réveillent par la sensation. Mais pourquoi tu cherches la sortie ? Pourquoi tu te contentes pas d'être tranquillou dans ton rêve pour l'éternité ? C'est pas comme l'animal pour des raisons vitales, hein, c'est parce que tu vois bien qu'il manque quelque chose dans la relation réelle. Voilà, donc ce qu'on regardera la prochaine fois, c'est précisément... on essaiera quand même de prendre quelques secondes pour voir les différentes formes d'exercice de cette intelligence. Où est-ce qu'elle est engagée dans ma vie quotidienne ?
Et puis ensuite, on essaiera de réfléchir quel est le lien entre ça et l'âme. Et après ça, on ira voir la volonté qui est autre chose. Voilà, donc il faut accepter de prendre le temps, de nouveau, d'aborder la réalité par plusieurs angles avant d'arriver à la saisir de manière plus synthétique. C'est comme une vraie œuvre d'art. Hein. Une cathédrale, c'est pas en rentrant dans la cathédrale que vous allez comprendre la différence entre Chartres et Notre-Dame. Il va vous falloir du temps avant de percevoir la logique des pierres, la logique de la lumière, la logique des espaces, l'organisation de la place des différents, où sont mis les différents acteurs dans il faut du temps pour ça. Comme une Eucharistie, c'est très compliqué une Eucharistie. C'est grand comme une cathédrale, et c'est aussi complexe qu'une pièce de théâtre en raccourci. C'est comme une pièce... L'Eucharistie au ralenti, ça peut durer 6 heures. Hein. Dans la tradition orthodoxe, tu vas à la Sainte Liturgie, tu en as pour 4h30. Et donc, qu'on arrive à te faire une Eucharistie en 20 minutes, ça n'a de sens que parce que le but, c'est le don du corps et du sang de Jésus. Mais comme théâtralité, d'accord, comme œuvre de louange de Dieu, évidemment, c'est plutôt fait pour se déployer sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Aujourd'hui, on fait des pièces de théâtre qui durent, dans certains cas, 24 heures. On n'a pas encore... Si on a inventé des liturgies de la parole qui durent 24 heures, on se relaye pendant 24 heures. On fait ça auprès des défunts dans la tradition bénédictine. On dit tout le psautier, jour et nuit. Et on continue. Il y a une prière incessante auprès de celui qui est décédé. Liturgie sans fin, ou l'adoration perpétuelle. Mais donc, c'est pour dire que c'est grand comme ça, une personne humaine. D'accord ? Donc, avant il faut être patient. C'est pas une fois que tu as mis un nom sur quelqu'un et que tu as 2 ou 3 sentiments affectifs pour la personne que tu comprends qui c'est. Et c'est la même chose avec soi, d'ailleurs. Hein. C'est le temps qui embête un peu. Hein ? C'est le temps qui vient un peu embêter. Oui, sauf que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est extraordinaire, c'est que oui, il y a le temps et en même temps, j'ai tout sous la main. C'est tout là. C'est à disposition. Tu peux rentrer dans la cathédrale comme ça. Et c'est tous les jours, tu es chez toi, 24 heures sur 24, tu es dedans. Donc, une fois que je suis dans la cathédrale, c'est pas grave qu'il faille du temps. Une fois que j'ai compris que mon esprit, qui est le lieu où Dieu vient habiter, qui est le cœur de mon âme, c'est une métaphore pour l'instant, elle est à disposition tout le temps. Ma vocation humaine, d'ailleurs, c'est déjà de pouvoir m'y installer. Et éviter de m'en faire sortir par plein de choses qui vont... vous savez, je parlais tout à l'heure le couvent de la Tourette, Le Corbusier, à côté de Lyon. C'est une magnifique sculpture. C'est un anti-couvent. Parce que tout est fait pour que tu aies envie d'aller dehors. C'est vrai, hein, délibérément. Il n'y a pas de centre. Et même les fenêtres, c'est des fenêtres pour que tu aies envie d'aller voir dehors. Elles sont conçues comme ça. Voilà. Et c'est une métaphore. Hein. Mais du monde dans lequel on est aujourd'hui, tu as tout pour que tu ne puisses pas tenir dans la pièce. Tu as besoin d'aller dehors. Et le dehors, c'est pas du dehors d'ailleurs, c'est du ailleurs. Et c'est même pas du ailleurs, c'est du rien.